Auparavant, on a comment représenter un système échantillonné, comment analyser son comportement, ses pods, ses zéros, son gain statique, sa stabilité, la stabilité dépend du pôle, statique, et dépend uniquement du pôle, et on peut travailler avec la variable Z. Le système sera stable si le module de Z, le module de pôle est inférieur à 1, et dans le disque de rayon 1. Et on a dit aussi qu'on peut utiliser la transformée en W, qui me permet de revenir exploiter, utiliser les outils utilisés pour le contenu. Okay. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble une partie très importante qui est la commande numérique. J'ai un système, je vais le commander de façon numérique. Donc, je redessine ma boucle de commande. Là, j'ai supposé que j'ai une référence. D'accord. J'ai ma sortie Y mesurée. Ma boucle de commande, je calcule l'erreur, je commande en fonction de l'erreur, j'ai ainsi de suite. Donc ça, c'est en continu, hein, mais plus ou moins, c'est la même chose en discret. Sauf que c'est un petit rappel, comme d'habitude. Donc, j'ai un régulateur C qui commande en fonction de l'erreur. Je calcule ma loi de commande U, je l'envoie à l'actionneur, donc elle sera perturbée par une perturbation PU. Donc l'actionneur va agir sur mon procédé à commander G. La sortie, donc il y a une dynamique G, donc la sortie sera perturbée. Donc je vais avoir une mesure qui est perturbée par PY. D'accord. Et dans la chaîne de retour, ici, je peux avoir un bruit, BM, qui affecte la chaîne de retour. Et donc, j'ai ma boucle fermée. Donc, comme j'ai dit hier, je distingue les problèmes de régulation aux problèmes d'asservissement. Au problème de régulation, je suppose que ma référence, elle est nulle. Pour la régulation, ma référence, elle est nulle. D'accord? Donc, mon but, c'est de rejeter l'effet de PY, BM, BU. Donc, l'effet de ces perturbations-là, il faut que ce soit minime sur la mesure. D'accord? Donc, il faut que les différents transferts entre PY et la mesure, PU et la mesure, BM et la mesure doit être nul de façon égale ou très très faible. OK? Très très faible en gain. Et si j'arrive pas, ce sera très très faible en gain en quelques fréquences. Aussi, il faut que, si j'ai des perturbations, il faut qu'ils n'affectent pas de façon considérable ma commande U. Si j'ai un faible bruit BY, d'accord, il ne faut pas que j'agis de façon brusque avec la commande U. D'accord? Donc, je sais que, après tout, c'est une perturbation qui va peut-être passer, qui ne va pas durer, d'accord, et de faible amplitude. Donc, je ne vais pas être très agressif avec la commande U. Et si je suis très agressif avec la commande U, d'une part, je vais saturer mon actionneur. Et d'autre part aussi, donc la saturation peut me causer des problèmes de commande derrière. Je vais perdre la stabilité tout simplement. Et aussi, pardon, c'est un gaspillage d'énergie. Donc, j'ai une faible perturbation. Je ne vais pas mettre une grosse commande. Donc, si je mets une grande commande, donc je vais perdre en énergie. Donc, je ne suis pas optimal. Donc, il faut que les fonctions transfert entre PU, la perturbation PU et la commande U, la fonction transfert entre PY et U et BN et U soit faible. Soit nulle de façon idéale. Et comme je sais que je ne pourrais pas le faire, il faut qu'elle soit minime point de vue gain. Au minimum en quelques fréquences. Alors, ça, ce sont les problèmes de régulation. Donc,
Après, j'ai mon problème d'asservissement. Je vais supposer que toutes les entrées, toutes les perturbations sont nulles. Et mon problème, c'est que la sortie suive la consigne, suive le changement de consigne. D'accord? Donc, il faut que la fonction transfert entre y mesuré et y greffe soit idéalement égale à 1 ou très proche de 1, de point de vue gain. D'accord? Donc, quand je dis point de vue gain et je différencie les fréquences, donc je suis en train de voir, d'imaginer le diagramme de Bode, le diagramme de gain de Bode de ma fonction transfert. Il faut que, idéalement, le diagramme de gain de Bode entre y mesuré et y greffe égale à 1. Donc, il faut que égale à 0 dB. D'accord? Il faut que j'ai une droite. Et minimum en basse fréquence, au régime permanent. Pour les variations lentes, il faut que pour les variations lentes, pour le régime permanent, j'ai y mesuré égale à y greffe, au minimum. En haute fréquence, je ne peux pas, donc je vais mettre un filtre passe-bas. OK? Donc, toutes les fonctions de transfert que j'ai parlé, là, que je vous évoqué, se retrouvent soit dans T, soit dans S. Donc, toutes les fonctions de transfert que j'ai évoquées oralement sont, presque toutes, hein, sont soit C fois G sur 1 plus C fois G, sont aussi 1 sur 1 plus C fois G, ou aussi d'autres fonctions de transfert, G sur 1 plus CG, ou C sur 1 plus CG, 1 plus CG, 1 plus la boucle ouverte. OK? Donc, il faut que toutes ces fonctions de transfert soient nulles, sauf C fois G sur 1 plus C fois G, qui est le transfert entre Y mesuré et Y greffe. D'accord? Et là, si vous voyez, comme vous voyez ici, C fois G sur 1 plus C fois G, celui-là, je veux que ce soit égal à 1 si je vois que c'est le transfert entre Y mesuré et Y greffe. D'accord? Par contre, ce transfert-là aussi, c'est le transfert entre Y mesuré et BM. C'est le transfert entre U et P et puis U. Donc, PU va affecter, par exemple, BM. Allez. Donc, BM va affecter Y mesuré avec la même fonction transfert, celle-là. D'une part, je veux qu'elle soit égale à 1 parce que je veux que Y mesuré égale à Y greffe. Mais je veux aussi que la même fonction transfert égale à 0 parce que je la vois comme étant le transfert entre BM et Y mesuré. C'est tous les compromis. C'est là où on a des compromis. À la fois, la même quantité, je veux qu'elle soit égale à 1 et je veux qu'elle soit égale à 0. Donc, ça devient absurde. C'est pour ça que j'ai choisi qu'elle soit égale à 1 en quelques fréquences et qu'elle soit égale à 0 en quelques fréquences. Je préfère qu'elle soit égale à 1 en basse fréquence et égale à 0 en haute fréquence. Donc, cette fonction transfert, par exemple, 1 sur 1 plus bêta, je veux qu'elle soit égale à 0. D'accord? Pareil, il y a du compromis dedans. Les autres fonctions transfert que je n'ai pas évoquées. Alors, pourquoi est-ce que j'ai marqué uniquement ces deux fonctions de transfert et j'ai appelé TS? Ça s'appelle, parce qu'ils ont un nom, ça s'appelle les fonctions de sensibilité, les fonctions de sensibilité complémentaires. Voilà. Peut-être vous aurez l'occasion de les voir dans d'autres cours. Donc ça, c'est une analyse en temps continu, mais sachez que elle est exactement la même pour le cas discret, en numérique. Il faut juste changer S, la variable S, par la variable Z, ou W. Regardons une boucle de commande numérique. Alors, pour une boucle fermée numérique, elle peut être réalisée de deux façons différentes. Je peux la voir en deux configurations. Alors, la première, celle-là, à gauche, j'ai un procédé GDP, il est en temps continu, je vais le calculer en numérique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux, pour calculer mon régulateur, pour G de P, je vais calculer un régulateur C de P. Je vais calculer un régulateur en temps continu. Une fois j'ai mon régulateur en temps continu, C de P, je vais discrétiser C de P pour trouver le C de Z. Donc ça s'appelle une configuration
analogique, numérique. Je discrétise mon régulateur, il est analogique, je l'ai calculé de façon analogique, d'accord? Je l'ai discrétisé et j'ai ajouté à lui les convertisseurs, d'accord? Alors, la deuxième configuration, j'ai un système analogique, c'est toujours G2P à commander, hein, c'est toujours G2P à commander, sauf que là, j'ai discrétisé, j'ai cherché un équivalent discret de ce G2P, d'accord? Donc, j'ai trouvé un G2Z, et je vais calculer C2Z pour commander G2Z. Donc là, je parle d'une configuration numérique. Donc, dans le premier cas, à gauche, je calcule C2P et je discrétise C2P. Et dans le deuxième cas, j'ai un G2P et je discrétise G. D'accord? Et je calcule directement C de Z pour commander G de Z. Donc, pour le premier cas, je répète, j'ai G2P, j'ai calculé C2P et j'ai discrétisé C2P. Dans le deuxième cas, j'ai un G2P, j'ai discrétisé G2P, j'ai passé à G2Z et j'ai calculé C directement en Z. D'accord? C'est la différence. C'est la différence entre les deux configurations. Donc, je vais relire le texte. La configuration analogique numérique nécessite la synthèse d'un régulateur continu, puis sa discrétisation en vue d'une implantation sur calculateur. Par contre, la configuration numérique est basée sur la discrétisation du procédé et ensuite la synthèse purement numérique d'un régulateur C2Z. L'inconvénient majeur de la configuration analogique numérique, donc la première, qui est celle-là, est qu'elle nécessite l'utilisation d'une période d'échantillonnage très faible. Donc, un processeur, ceci exige l'utilisation d'un calculateur puissant. En revanche, la configuration numérique, celle de droite, permet de choisir une période d'échantillonnage en fonction des caractéristiques fréquentielles du procédé à commander, ce qui permet d'utiliser un calculateur de moyenne capacité. Donc, pour celui-là, pour la configuration de gauche, j'ai G2P, j'ai calculé un C2P, je vais discrétiser C2P et trouver C2Z. Dans ce cas, je suis obligé de prendre une période d'échantillonnage très très faible, donc un calculateur très rapide. Par contre, pour la configuration de droite, j'ai un G2P, je connais ses caractéristiques, donc je vais lui choisir sa période une période d'échantillonnage convenable. Je discrétise G2P en ajoutant le bloqueur, et après je calcule mon régulateur C2Z. Donc, voilà la différence entre les deux méthodes. Donc, comme on a vu sur un exemple la dernière fois, quand on a traité chercher K, donc on avait une boucle ouverte B0 sur 1 plus P fois K, on voulait chercher un gain K qui va stabiliser la boucle fermée, d'accord? On a vu que K, qu'on a trouvé, il est compris entre moins 1 et 1 plus alpha sur 1 moins alpha. Donc le gain, donc le gain K dépend de alpha. Mais alpha aussi, alors alpha, voilà, il est là sur la flèche, alpha égale à exponentielle de TS sur tau. D'accord? Donc le gain K dépend de alpha, mais ça veut dire que le gain K qui stabilise va dépendre de la période d'échantillonnage TS. Donc la stabilité dépend de la période d'échantillonnage, de notre choix de période d'échantillonnage. Si je choisis toutes les faibles, alors la valeur de K va peut-être augmenter. J'ai une marge de choix, intervalle de choix de K plus grand. Il faut voir les équations. D'accord? Donc, le gain limite dépend de la période d'échantillonnage. Donc, je ne peux pas m'aventurer à choisir n'importe quelle période d'échantillonnage.
Donc, le système échantillonné, je vais lire, le système échantillonné peut donc être instable pour une période d'échantillonnage donnée. Il existe une limite supérieure du gain statique qui délimite le domaine stable ou le domaine de stabilité. Donc, je suis toujours sur le choix de la période d'échantillonnage. On a déjà vu cette problématique du choix de période d'échantillonnage, mais je reviens insister là-dessus avec un autre point de vue. Donc, là, c'est le choix, on le voit directement agir sur la stabilité. Au début, quand on l'a évoqué, on n'avait pas les équations, on ne le voyait pas. D'accord? On le sentait, mais on ne le voyait pas de monter avec les équations. Donc, la règle traditionnellement adoptée pour les automaticiens en matière de choix de la fréquence d'échantillonnage ou la période d'échantillonnage consiste à évaluer la bande passante de la boucle fermée, la fréquence de coupure de la boucle fermée du système asservi et de choisir une fréquence d'échantillonnage telle que la fréquence d'échantillonnage soit égale 6 à 25 fois la bande passante. Okay? Donc, j'ai la fréquence de coupure de la boucle fermée. Donc, il faut que ma fréquence d'échantillonnage soit au minimum 6 à 25 fois plus grande. Fs, bien sûr, la fréquence d'échantillonnage, donc c'est égal à la période d'échantillonnage, c'est 1 sur Fs. Alors, la bande passante, c'est quoi? La bande passante est définie comme étant la limite supérieure de la plage de fréquences pour lesquelles le gain est constant à 3 dB à peu près. Alors, je vais tracer un diagramme de Bode, juste pour illustrer ça avec... Je vais tracer le diagramme de Bode d'un système. Voilà, ça c'est le gain. Donc, le gain en dB que je vais tracer. Donc, je vais tracer un gain en fonction de l'oméga. Généralement, mon système, il est comme ça. Donc, je vais tracer log de oméga ici, oméga. Les fréquences, les fréquences en oméga. Je ne veux pas écrire oméga, sinon je vais écrire W, les fréquences. Donc, log de fréquence ici. Donc, ça, c'est bon. Donc, c'est quoi ma bande passante? Tout simplement, je vais plutôt mettre un trait. Voilà, donc je vais prendre ça, c'est le plateau, il est constant ici. Je vais descendre à moins 3 dB. Là, je suis descendu à moins 3, vous voyez, il y a plus grande chose. Tac, voilà. Ça, c'est à moins 3. Moins 3 par rapport à moins 3 dB. Moins 3 dB par rapport au statique ou par rapport à mon plateau constant ici. Hein, d'accord? Donc, moins 3 dB. Après, je vais ajouter une petite flèche pour dire. Maintenant, insérer. Voilà, cette distance-là est approximativement égale à moins 3 dB. D'accord? Donc, ma bande passante, ça sera égal à... C'est ça. Voilà, donc là, c'est mon... Non, bande passante, on va dire comme ça, bande passante. Voilà. Ou la fréquence maximale, si vous voulez. Pour moi, la bande passante, ça va jusqu'à... c'est plutôt une bande, c'est pas une valeur, en fait.
Voilà. Ah, et hop, c'est ma bande passante. Comme vous voyez, elle est vraiment approximative. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître une valeur exacte? Mais non, parce que déjà, quand je vais choisir ma fréquence de visionnage, elle sera à peu près 6 à 25 fois. Donc, j'ai largement, si je fais une petite erreur ici, c'est pas grave. D'accord? Si plutôt, je dis que c'est plutôt comme ça, c'est pas grave. Si c'est plutôt, c'est pas moins 3, c'est moins 5, c'est pas grave. En tout cas, ma fréquence d'échantillonnage, elle est là. Donc là, ça sera vraiment une droite. Voilà, 5 fois. Donc là, c'est des hauteurs. Et je vais mettre en gras. Et voilà. Et là, c'est ma fesse. Voilà, ça, c'est ma fréquence d'échantillonnage. C'est pas grave si je prends ici ou là, c'est pas grave. Vous voyez? Donc, j'ai déjà une marge de 6 à 25. D'accord? Donc, j'ai pas besoin de valeur exacte. Tu dis, non, c'est plutôt ici, il faut prendre moins 3. Non, c'est plus ici. C'est pas un problème. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est une méthode pratique. Mais là, c'est le gain en dB de quoi? Ben, de la boucle fermée, de BF. Ça, en pratique, ça vous pose un problème. C'est le gain de la boucle fermée. D'accord? Alors, pourquoi je dis ça me pose un problème? Parce que, est-ce que je sais, est-ce que je connais d'avance ma boucle fermée? Ah, ici, il faut réfléchir. Je vais revenir au cas contenu. Donc, moi, quand je vais calculer mon régulateur C, je vais le calculer pour satisfaire certains objectifs. Je vais dire, voilà, je veux que ma boucle fermée va ressembler à un deuxième ordre. D'accord? Donc, j'utilise que le comportement global soit le comportement d'un deuxième ordre. Ah ben, dans ce cas, effectivement, il n'y a pas de souci. Je connais d'avance ma boucle fermée. Donc, j'ai la courbe du gain. C'est un deuxième ordre ou un troisième ordre, ce que vous voulez. Donc, je connais, c'est qui me donne ça, c'est le cahier de charge. Maintenant, s'il me donne juste le temps de réponse, si j'ai le temps de réponse, la précision ou le premier dépassement, donc les trois contraintes de précision, je vais calculer ainsi de telle façon à avoir une certaine précision, à avoir une certaine rapidité et avoir un certain dépassement. Alors, ces trois contraintes, il faut que j'arrive à les traduire en termes en boucle fermée. Alors, c'est très simple. Là aussi, je veux supposer que le comportement global va ressembler à un deuxième ordre. De telle façon, est-ce que j'ai une certaine précision, donc j'ai une valeur finale de la réponse à l'échelon, j'ai une certaine rapidité, donc j'ai un certain temps de réponse, et j'ai un certain premier dépassement, j'ai donc un facteur d'amortissement. OK? Donc, quand il me donne le cahier de charge, en termes de performance de rapidité et précision rapidité, je vais le transférer directement à un deuxième ordre. Je vais imaginer que c'est la réponse à l'échelon du système, de la boucle fermée. Donc, je peux, là aussi, je me suis ramené à la fonction transfert désirée, et donc j'ai ma fonction de transfert de la boucle fermée. Alors, je peux aussi avoir le cas, si les cahiers de charge, peut-être j'ai du mal à le concevoir, c'est moi-même qui va concevoir le cahier de charge, je dis, voilà, le client vient me dire, voilà, j'ai un système G2P, je veux le commander, il ne me fixe pas le cahier de charge. Il me dit, voilà, il faut en tenir maximum de ce système-là. Vous le commandez, c'est tout. Il ne précise ni la précision, ni le degré de stabilité. Dans ce cas, comment je vais faire? Ben, je me dis, voilà, la précision, il faut qu'elle soit parfaite. Donc, il faut que l'erreur statique soit nulle. Donc, il faut que le gain soit égal à 1. D'accord?
Donc là, je vais essayer de me ramener je vais chercher les performances. Hein. Donc ensuite, il me dit, bah, il m'a pas dit de stabilité. Donc je vais dire voilà, je vais prendre un premier dépassement de 7%. De toute façon, est-ce que je fais pas beaucoup de dépassements, mais ça dépend du système. Hein. Il se peut que je n'accepte pas de dépassement, mais ça, il faut que je regarde vraiment la nature elle-même du système. Et le troisième point, c'est donc le premier dépassement, ça y est, j'ai fixé le premier dépassement. Et le troisième point, c'est la rapidité. Alors, comment je vais fixer la rapidité de la boucle fermée? À partir du système G. D'accord? J'ai pas encore C, donc il y a un vrai problème. Alors ça, je l'ai expliqué auparavant dans les cours en présentiel. J'ai dit que mon régulateur, ma loi de commande, doit respecter la rapidité de mon système G2P. D'accord? Mon système G. Si, quand je vais commander un système G, il a une certaine rapidité. Donc, je vais le commander généralement, je ne le fais pas ralentir. D'accord? Donc, je vais le commander pour lui garder la même rapidité au minimum, en boucle fermée, pour l'accélérer légèrement, 2 fois, voire 3 maximum. D'accord? Mais jamais l'accélérer 10 ou 100 fois. D'accord? Donc, finalement, je vais accélérer la bande passante de ma boucle fermée sera sensiblement la bande passante de la boucle ouverte. Donc, la boucle, pardon, la boucle ouverte, du procédé. Donc, le procédé, lui, il a une certaine rapidité. Donc, il a une certaine fréquence de coupure. Donc, il a une certaine bande de fréquence. La bande fréquence de mon G2P sera sensiblement identique ou 2 fois plus petite que la bande passante que je vais en boucle fermée. Je veux construire un régulateur de telle façon à ce que la boucle fermée de la bande passante, la bande passante de la boucle fermée soit 2 fois plus rapide, 2 fois plus large que la bande passante de la boucle ouverte. D'accord? Mais comme j'ai dit, on n'est pas à un facteur 2 près, parce que le choix de la fréquence d'échantillonnage, il est déjà 6 à 25 fois la bande passante. Donc, 6 à 25 fois la bande passante de la boucle fermée, mais c'est sensiblement égal 6 à 25 fois, 6 à 25 fois la bande passante de la boucle ouverte. D'accord? Ou je serai, si vous voulez, entre 12 et 50 fois, 12 et 50 fois la bande passante de la boucle ouverte. Donc, vous voyez que finalement, c'est pas un critère qui me donne une valeur exacte, mais c'est à moi après de choisir selon les contraintes que j'aurai, selon le résultat de simulation que je vais faire avec MATLAB. Je choisis cette fréquence d'échantillonnage, je choisis une certaine rapidité, je choisis une fréquence d'échantillonnage, je regarde les résultats de simulation, je regarde est-ce que les sorties sont convenables, point de vue du premier dépassement, point de vue précision, point de vue rapidité. Et je regarde surtout le niveau du signal de commande U. D'accord? Est-ce qu'il est grand ou pas? Parce que si il est grand, ça veut, je vais saturer ou je risque d'être saturé. Ben, si je sature, donc je risque de problème de perte en performance et d'être instable. Si je suis très loin de la saturation, j'ai pas d'oscillation, et ainsi de suite, ça veut dire que ben, j'ai encore de la marge et je peux accélérer encore mon système et lui demander légèrement plus. Je ne vais pas dire beaucoup plus, mais je vais dire légèrement plus. De toute façon, est-ce que je travaille toujours au voisinage de la saturation ou là où il y a mes limites et sans faire beaucoup d'oscillations sur une commande, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est le genre d'analyse, je le fais sur un système global. Donc vous voyez que je suis en train de raisonner sur le résultat pour choisir ma période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage, c'est la première chose que je vais utiliser en numérique. Vous voyez que son choix, il dépend vraiment du résultat final et qu'est-ce que j'ai comme résultat. D'accord? Et ça dépend aussi, évidemment, du cahier de charge que j'ai. Alors, donc, pour un système de premier ordre, ce que j'étais en train de dire sur la bande passante, ça revient à choisir période d'échantillonnage entre
tout sur 4 et tout. D'accord? Pour un système de second ordre, pour un amortissement entre 0,7 et 1, ça revient à choisir que oméga 0, la précision propre de mon deuxième ordre, de fois TS, est comprise entre 0,25 et 1,25. Alors, c'est toujours des recommandations ou ce qu'on utilise. Après, il se peut que vous preniez une valeur égale à 2 ou une valeur égale à 0,1. Ça dépend de votre cas. Mais généralement, on a ça et ça marche. Alors, dans le cas d'une configuration analogique numérique, dans le cas d'une configuration analogique numérique, c'est-à-dire que j'ai mon G de P, j'ai calculé un C de P, et mon problème, c'est de discrétiser C de P. D'accord? Et trouver C de Z. Donc, mon problème, c'est de passer de C de P à C de Z, côté du régulateur. Alors, dans ce cas, c'est le régulateur continu qui va être discrétisé. Cette discrétisation peut réduire les performances de la boucle fermée et surtout l'instabilité due à la présence d'un retard TS sur 2 causé par le bloqueur d'ordre 0. Alors, je vais revenir sur l'histoire du retard de TS sur 2. Je vais l'expliquer. Alors, mon problème, je vais ajouter une nouvelle diapositive, carrément, une nouvelle diapositive. Mon problème, c'est, voilà, je suis là. J'ai ce comportement, j'ai cette boucle-là. J'ai un C de P. Et je vais trouver un C de Z. Voilà, comment je vais faire? Donc moi, quand je vais faire cette discrétisation, en fait, il y a un bloqueur ici, le convertisseur analogique numérique. Et un convertisseur numérique analogique. C'est celui-là, le convertisseur numérique analogique qui me gêne. On a dit que le convertisseur numérique analogique, lui, il a un bloqueur. D'accord? Donc, si je reviens, je ne vais pas tracer toute, je vais chercher une courbe. Je vais chercher une figure que j'ai déjà traitée par avant. C'est quand j'ai commencé quand j'ai évoqué les bloqueurs. En principe, je vais la trouver. Donc, les bloqueurs, maintenant, je suis en train de chercher la diapositive. Les bloqueurs, non, je ne vois pas. Les bloqueurs, c'est où les bloqueurs? C'est... Non. J'ai peut-être supprimé la diapositive. Je l'ai supprimé, mais quand j'ai commencé à parler du bloqueur en principe. Ah oui, parce que j'ai voulu ça en deux endroits. Non, je ne vais pas prendre ça. Bon, je pense que je l'ai supprimé, hein, la figure que j'ai utilisée pour expliquer. Voilà, je vais prendre ça. Donc moi, j'ai des impulsions ici. D'accord? Je passe par le bloqueur, donc ils sont bloqués. Le bloqueur de 0. Alors, vous voyez que le signal qui approxime au mieux le signal bloqué, c'est pas ce que vous voyez ici en trait fin. Non, c'est pas bon ça. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que je voulais initialement envoyer. Je voulais initialement envoyer ça. C'est mon signal de départ. Moi, j'ai reconstruit le signal bloqué.
Mais le signal qui approxime le mieux le signal bloqué, c'est pas le signal qui est en pointille, qui est en très fin ici. Alors, le signal qui approxime au mieux, ben, je vais le tracer maintenant. Donc, le signal qui va tracer le mieux, donc c'est celui-là. Voilà, il va passer au milieu. Tac, il va passer au milieu. Il va passer au milieu. Allez, je vais le mettre en gras pour que ce soit plus lisible. Voilà. Je vais mettre en rouge. Voilà. Donc, le signal qui approxime au mieux mon signal bloqué, c'est le signal de rouge. Moi, je voulais initialement envoyer le signal en très fin, mais finalement, je me trouve à envoyer le signal rouge. Donc, quelle est la relation? Alors, je vais tricher un petit peu parce que pour que ce soit plus lisible. Donc là, c'est pas bon. Voilà. Voilà. C'est juste ce point-là que j'ai corrigé. Donc, quelle est la relation entre le signal rouge et le signal fin? Ben, c'est un décalage. En fait, le signal qui approxime au mieux le signal de départ, entrée fin, c'est le signal fin, mais juste, il est décalé. Il est retardé. Retardé de combien? Il est retardé de cette distance-là. Il est retardé de cette distance. Tac. Voilà. Voilà. Il est retardé de cette distance-là. Je vais mettre en jaune peut-être pour que ce soit plus visible. Vous retardez de cette distance-là. Cette distance-là, c'est combien? C'est la moitié de la période d'échantillonnage. Donc le bloqueur d'ordre 0, en fait, si je veux l'approximer en continu, c'est un retard, il introduit un retard de demi-période d'échantillonnage. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, dans la diapositive précédente, que les performances de la boucle fermée et surtout la stabilité, elle sera affectée par la présence d'un retard de TS2 causé par le bloqueur de 0. D'accord? Donc, quand j'ai passé en configuration de commande numérique, ici, en réalité, quel que soit en analogique ou numérique, le fait d'avoir un convertisseur numérique analogique, là, ou là, ça veut dire que j'ai introduit dans la boucle un retard d'une demi-période d'échantillonnage. Alors, le retard d'une demi-période d'échantillonnage, il peut être toléré comme il peut ne pas être toléré. D'accord? Si le retard est très grand, naturellement, il ne peut pas être toléré, et je vous le dis que, peut-être vous l'avez vu auparavant, il cause carrément l'instabilité de la boucle fermée. Donc, je reviens à dire que, à mon paragraphe, cette discrétisation peut réduire les performances de la boucle fermée et surtout la stabilité due à la présence de retard TS2 causé par le bloqueur de 0. Ce retard est considéré généralement tolérable s'il est inférieur au dixième de temps de réponse du système. D'accord? Donc, si TS sur 2 est inférieur à temps de réponse sur 2, donc je peux ignorer, je peux négliger l'effet du bloqueur. D'accord? Sinon, ben, je ne peux pas passer, sinon il faut revoir ma boucle fermée, choisir la période d'échantillonnage ou tenir compte de la fonction transfert du bloqueur de 0. D'accord? Ou soit tenir en compte de façon numérique, c'est-à-dire que c'est égal à 1 moins z moins 1 sur la transformée de la place de 1 sur p. Ça, on l'a démontré auparavant. Hein? OK? Et soit en tenir compte de façon approximative en disant que finalement le bloqueur n'est autre qu'un retard d'une demi-période d'échantillonnage. Donc le bloqueur, c'est approximativement égal à exponentielle moins ts sur 2p. D'accord? Exponentielle moins ts sur 2p.
Donc, si je veux le négliger, il faut qu'il respecte cette condition-là. Donc ça, déjà, ça me donne une idée sur le choix de ma période d'échantillonnage. Si j'ai un temps de réponse, les performances que je désirais, je veux un temps de réponse égal à 1 seconde. D'accord? Donc, il faut que le période d'échantillonnage soit inférieur à 1/5 de seconde. Alors, en simulation maintenant, je vais faire l'étude numérique, mais en simulation. En simulation, pour les réponses du système échantillonné, pour que la réponse du système échantillonné donne des réponses, pour que la réponse des systèmes échantillonnés donne des réponses les proches du système continu, il faut que les périodes d'échantillonnage vérifient, il faut que la période d'échantillonnage vérifie, pardon, vérifie cette équation-là. Il faut que la période d'échantillonnage soit inférieure à 1/10 du pôle le plus grand, le max du module du pôle de mon système. Là, je parle du pôle en P. Hein. D'accord? Donc, il faut que la période d'échantillonnage soit inférieure à 0,1 sur le max du pôle. Donc, si j'ai un système deuxième ordre, avec un pôle égal à 1 et un pôle égal à moins 2 et un pôle égal à moins 5, donc, ben, le max c'est égal à 5. D'accord? Donc, la période d'échantillonnage doit être inférieure à 0,1 sur 5. D'accord? Alors, j'espère que j'étais clair. Alors là, je rappelle les diapositives qu'on a vues auparavant sur le choix de la période d'échantillonnage en fonction du système. La nature du système. Si j'ai des systèmes, si j'ai un asservissement de position, donc la période d'échantillonnage peut être entre 10-3 et 0,1 seconde, c'est très rapide. Si c'est un programme de régulation de vitesse, c'est pareil, il faut prendre une période d'échantillonnage rapide. Débit, c'est moins long. Niveau, c'est encore moins long, entre 5 et 10. Pression, entre 1 et 5. Température, c'est un peu long, entre 10 et 45. Et ça va dépendre vraiment du système, hein, de mon problème thermique, d'émotion. Donc, pour une colonne de destination entre 10 et 180, pour un réacteur catalytique entre 10 et 45, un four de ciment 20 à 45 secondes, et sécheur 20 à 45 secondes. On peut aller parfois sur du période de tournage de l'ordre de 2 minutes, hein, plusieurs minutes. Sur la colonne de destination, c'est 3 minutes. Allez. Je vais revenir au problème de discrétisation. Comment passer de P à Z? On l'a déjà évoqué auparavant. On a dit que pour faire la transformation en Z, on peut utiliser ce fait analytiquement et d'une manière exacte par la méthode des résidus. Mais pour simplifier le calcul, il existe des méthodes d'approximation de l'opérateur P, l'opérateur de Laplace, qui permettent de donner des résultats acceptables. On peut utiliser des approximations. Alors, la plus simple, c'est que je dis que P, alors il y a deux en P, peut être approximé par la méthode dite de forward, P approximativement égal à Z moins 1 sur TS. Donc, j'ai une fonction transfert en Z en P, je vais trouver son C de Z. J'ai un C de P, je vais calculer C de Z. Alors, je remplace P tout simplement par Z moins 1 sur TS. Alors, je peux faire aussi l'approximation de celle-là. P égale à 1 moins Z moins 1 sur TS. Je peux remplacer, je multiplie par Z et retrouver l'autre formule. Alors, je vais commencer par celle-là. Alors, mathématiquement, P, ben, comme opérateur, en fait, c'est l'opérateur de dérivation. Donc, c'est un dérivateur P. D'accord? Donc, l'opérateur de dérivation, quand il est appliqué, la dérivée d'une fonction f à l'instant t, c'est quoi? C'est la limite quand h tend vers 0 de f de t moins f de t moins h sur h, où je vais supposer h très faible. Donc, la dérivée de f
de t n'est autre que f de t moins f de t moins h sur h. D'accord? Donc, je vais le dire peut-être. Donc, f de t, donc f prime de t égale f de t moins, bah, c'est pas égal, hein, c'est approximativement égal, f de t moins h, donc f prime, pardon, donc f prime est approximativement égal à f de t moins h sur h. H ici, c'est la période d'échantillonnage, hein, d'accord? Donc, si je fais la transformer en z de ça, donc ça sera l'opérateur, il n'y a pas de décalage f de t, donc c'est 1, moins un décalage d'une période d'échantillonnage z de moins 1, donc 1 moins z de moins 1 sur h. 1 moins z de moins 1 sur ts. D'accord? Vous voyez où est-ce que ça vient. Je peux dire aussi que c'est égal à f' égal à f de t plus h moins la dérivée à droite. D'accord? Et la dérivée à droite, ça sera quoi à droite? F de t plus h, ça sera sur l'inverse, donc z moins 1, il n'y a pas de décalage, sur h. Donc z moins 1, donc plutôt c'est la première méthode ici. Donc z moins 1 sur h. D'accord? Donc là, j'ai deux approximations. Je peux aussi avoir une troisième approximation qui s'appelle méthode de Tiskin. D'accord? Et dans ce cas-là, on peut approximer P par 2 sur TS fois 1 moins Z moins 1 sur 1 moins Z moins 1. 1 plus Z moins 1. Ça s'appelle l'approximation du Tiskin. D'accord? Donc, je prends ma fonction transfert en P et je le remplace P par cette quantité-là. Lequel choisir? Alors là, pour l'approximer forward, celle-là, j'ai du mal à l'utiliser. Bah, je veux pas trop l'utiliser parce que j'utilise le futur déjà. D'accord? C'est la dérivée à droite. Par contre, celle-là, oui, il n'y a pas de souci. Et l'autre. Il y a d'autres méthodes, hein, mais là, on se limite à ces trois méthodes. Donc, regardons ce qu'on dit. En général, la méthode de testing est la plus précise de ces trois méthodes. Donc, c'est le choix par défaut. Donc, si j'ai une discrétisation à faire, je vais être le plus précis possible. J'aurai tendance à utiliser la méthode du testing. Cependant, généralement, il n'y a pas beaucoup de différence entre la méthode du testing et la deuxième méthode de l'air. Entre celle-là et celle-là, il n'y a pas vraiment une grande différence. D'accord? La première méthode de l'air est la méthode la moins précise, mais cette méthode peut être un bon choix pour discrétiser un modèle simple. La deuxième méthode de l'air est assez utilisée pour discrétiser les fonctions de transfert de régulateurs en temps continu dans les équipements de commande. Donc, elle dit que les deux, cette méthode-là et cette méthode-là, sont aussi précises d'une que l'autre, avec une meilleure précision de la méthode de Stine. Elles sont toutes les deux très utilisées. Si je vais chercher la simplicité, je vais utiliser celle-là. D'accord? Mais en tout cas, la première méthode de l'air forward, là, elle est rarement utilisée. Regardons un exemple. Donc, j'ai une fonction transfert de premier ordre, K sur 1 plus P. Je vais utiliser les différentes méthodes. Donc, ça, c'est la méthode analytique, la méthode de résidu, H résidu. Je trouve que c'est égal à une constante sur Z moins une constante. La méthode de l'air forward, elle me donne cette expression. Donc, pareil, une constante, mais ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Hein. Comme vous voyez, les expressions analytiques ne sont pas identiques. La méthode de l'air backwards, ici, elle aussi, elle me donne une autre fonction de transfert en Z. Et la méthode de signe, elle me donne encore une discrétisation. Donc, vous voyez que
les fonctions transfert discrétisées ne sont pas identiques. Même point de vue, on va dire, même nombre de zéros, hein. Donc les trois premières ne me donnent pas un zéro en Z. Par contre, la méthode SIN, elle me fait apparaître un zéro carrément. D'accord? Donc forcément, les réponses ne seront pas identiques, hein, des systèmes discrétisés. Donc sur un exemple numérique ici, k égale 1, taux égale à 1, une seconde, et réactionnage 0,2, voilà ce qu'on trouve comme résultat. Donc là, j'ai 0,18 sur Z moins 0,8. Là, vous voyez, le gain, il est égal à 0,2. Là, le gain est égal à, bon, il y a un Z en haut. D'accord? Donc, le gain est égal à 0,2. Là aussi, le gain statique. Moins 0,2. Donc là, j'ai carrément un 0. Donc, vraiment, quelle méthode choisir? Ça va dépendre. Ben, en fait, on choisit une, on fait les simulations, on regarde si ça nous convient ou pas. Sachant, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes, plusieurs autres méthodes que je n'ai pas développées ici. Voilà les réponses de mes systèmes. D'accord? Donc, les différentes approximations donnent une bonne précision pour une épreuve indicielle. Quasiment, elles sont identiques, mais c'est pas tout à fait vrai, hein. Si elles sont parfaitement, si elles sont superposées, elles ne sont pas parfaitement égales. Okay? Il y a des légères différences. Voici les diagrammes de Bode de mes fonctions transfert, deuxième approximation. Donc, on se limite, comme on a dit, que à fs sur 2, la fréquence d'échantillonnage sur 2. C'est le trait ici. OK? Et là, vous voyez qu'il y a des différences. Regardons celle-là, par exemple, ici. Regardez la phase, comment elle descend. Et regardez la phase ici, elle ne descend pas comme si elle remonte. D'accord? Le gain, par exemple, de celle-là, du méthode de Stein, regardez comme il est en train de descendre, comme ça, et avec une pente, on dirait linéaire. D'accord? Et le gain ici, non? Ben, il y a une courbure, en fait. Vous voyez que les comportements fréquentiels ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, les réponses temporelles ne sont pas exactement les mêmes. Mais on a dit qu'elles sont sensiblement les mêmes. Donc, entre toutes ces méthodes-là, la méthode la plus exacte, c'est la plus... qui donne le meilleur résultat, c'est la méthode de SIM qui est la plus utilisée, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Donc, en réalité, ici, si j'ai MATLAB, voilà, je vais essayer de lancer MATLAB. Ou c'est pas la peine, parce que j'ai déjà la diapositive auparavant, j'ai déjà fait ça. J'ai dit que pour la discrétisation, il y a la fonction MATLAB, C2D, Continuous to Discrete. Convert Continuous Time Dynamic System to Discrete Time. Donc là, les paramètres, c'est quoi? Donc j'ai un système continu, en P par exemple, je lui donne la période d'échantillonnage et je lui donne la méthode. Donc là, la méthode, je lui dis, voilà, je vais avec un bloqueur d'ordre 0, ZOH. Je vais avec un bloqueur d'ordre 1, FOH, pardon. Donc là, c'est impulse, donc c'est la méthode directe de transformer en Z. D'accord? Donc, Tustin, c'est la méthode du Tustin qu'on vient de voir. Et la méthode match, là, je ne l'ai pas mentionné, elle va faire une approximation en fréquence au voisinage d'une fréquence bien définie. Il faut que le P, le diagramme de bande de P et le diagramme de bande en Z soient très proches l'un ou l'autre, surtout au voisinage d'une fréquence que je vais donner aussi. OK? Donc, il dit que le default is ZOH when method is not omitted. Il dit que si je ne précise pas la méthode, il va systématiquement introduire un bloqueur d'ordre 0.
Voilà, donc c'était pas la peine de lancer MATLAB. Je vais le finir sur mes diapos. Donc déjà, j'ai un problème de choix de la période d'échantillonnage, j'ai un problème de choix de la méthode d'échantillonnage. Je vais passer maintenant au calcul du régulateur. Le calcul du régulateur lui-même. Alors, comment calculer un régulateur C2Z? Alors, il y a plusieurs méthodes, comme d'habitude. Je vais développer deux méthodes. La méthode qui s'appelle méthode par compensation des pôles. Elle consiste à compenser les pôles indésirables, instables ou longs du procédé, puis à rechercher le gain de manière à avoir une réponse indicielle désirée. La deuxième méthode, c'est une méthode par placement de pôles. Elle consiste à imposer des pôles à la boucle fermée pour obtenir un comportement désiré. Une fois le régulateur synthétisé, il suffit de déterminer son équation récurrente et l'implanter dans le calculateur sous forme d'un programme. Comme suit, je ne l'ai pas vu, sous forme d'un programme. D'accord? Ça, on l'a vu en TP. On a eu la chance de faire une séance de TP et vous avez vu comment programmer la boucle fermée. En principe, tout le monde l'a vu. La boucle fermée avec un retour unitaire, avec un régulateur proportionnel. Mais c'est la même chose. Ah, comme suit, il est là. Voilà, comme suit, il est là. Donc, voilà un exemple de programme. Voilà. Donc, c'est une boucle de commande numérique. Donc, il y a une boucle while, une boucle répétée. Je vais lire la sortie, ADC in, digital converter, in, donc c'est l'input. Donc, je calcule la sortie. Je mesure la sortie, pardon. J'ai ma référence, YC. Je le soustrais ce que j'ai mesuré. Y, qui est l'erreur, en principe, c'est YK. K ici. Une erreur de fait. Donc, je calcule l'erreur à l'instant K. Je calcule la commande en fonction de l'erreur. Donc, je vais écrire UK égale à quelque chose en fonction de EK et en fonction de la commande précédente, bien sûr. C'est une équation récurrente. Une fois que j'ai la commande, je l'envoie vers le DAC. Digital Analytical Converter. Et à la fin, je vais attendre le temps d'échantillonnage. Alors, pourquoi je vais attendre le temps d'échantillonnage? Pourquoi je ne reboucle pas directement? Si je reboucle directement, je n'attends pas, je ne vais pas respecter le temps d'échantillonnage. Alors, est-ce que ça risque de me poser des problèmes? Mais regardons. Regardons ici. Supposons que HDP est mon régulateur. Donc, quand je le passe en discret, regardez l'expression. Donc, TS, ici, les coefficients que je vais avoir de ma fonction de transfert en numérique, c'est des coefficients qui vont dépendre de TS, la période d'échantillonnage. Tous dépendent de TS, 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 TS. Donc, les coefficients que j'ai de ma formule récurrente, ils sont valables uniquement pour la période d'échantillonnage. J'ai choisi. Là, j'ai choisi période d'échantillonnage 0,2 secondes. Donc, j'ai trouvé que le coefficient est égal à 0,18. Celui-là est égal à 0,8, moins 0,8. Donc, si je change la variable ici, je vais mettre 0,1, ces coefficients seront plus valables. Donc, si je ne respecte pas la période d'échantillonnage, les coefficients seront faux. Ça veut dire que mon programme ici, j'ai mis ma équation récurrente, voilà, ils sont ici les coefficients de discrétisation de mon régulateur dans F. Les coefficients que je vais mettre ici sont valables uniquement pour ma période d'échantillonnage. Donc, je suis obligé et impérativement d'attendre une période d'échantillonnage. Je ne dis pas, non, j'ai terminé le calcul,
je vais revenir, faire la mesure et calculer la commande U. Non, ça sera faux, ça va jamais marcher. Parce que les coefficients que j'ai calculés, que j'ai mis ici, sont valables uniquement pour cette période de changement d'âge. OK? Donc, ça, c'est très important et ça, parfois, on l'oublie quand on fait quand on écrit le programme du début. Voilà. Donc, je vais commencer par la méthode qui s'appelle méthode Zdan de synthèse de régulateur. Donc, la méthode de Zdan permet de synthétiser un régulateur numérique C de Z tel que la fonction transfert au boucle fermée soit la plus simple possible et respecte des contraintes imposées sur le régime transitoire et permanent. Je vais développer la méthode. Donc, je vais lire la structure. La structure de la boucle fermée doit être la plus simple possible. Elle doit comporter un nombre minimal de pôles et de zéros. Le régulateur doit être aussi réalisable. Réalisable, donc la fonction transfert doit être causale pour nous. Le causal. Donc, il doit être propre quand on parle en H2P. D'accord? Ou doit être propre aussi, non? Donc là, pour nous, la fonction de régulateur doit être causale. Alors, la compensation. Le régulateur doit compenser les pôles et les zéros indésirables du système. Par exemple, les pôles indésirables, c'est les pôles instables. Ils me gênent, je vais les compenser. Je vais calculer mon C de telle façon à ce que C fois G compense les pôles dont G qui sont indésirables, ou les zéros. Le régime transitoire. On désire que le système composé ait un comportement en boucle fermée aussi voisin que possible de celui d'un système de second ordre, échantillonné de coefficients d'amortissement xi et de pulsation oméga n. Donc, je veux que la boucle fermée globale se comporte comme un deuxième ordre qui a un certain amortissement et a un certain oméga n. D'accord? Ça revient. Le xi, c'est un signe de degré de stabilité. Donc, xi, c'est relatif au premier dépassement. Déjà, il y a une relation entre le premier dépassement et xi. Et oméga n, il est relié directement à la rapidité que je choisis. Donc, oméga n, c'est presque la bande passante. Hein? D'accord? Donc, au régime permanent maintenant, il reste, le régulateur doit annuler le statique pour une consigne R. R de T. Je crois polynomial, là, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dis polynomial, R de T ou d'ordre alpha, c'est pas la peine. Donc, le régulateur doit annuler l'erreur statique pour une consigne R de T. Donc, si la consigne R de T est un échelon, donc il faut que la boucle ouverte doit comporter un seul P. Si la consigne est une droite, la boucle ouverte doit comporter un seul P carré, l'équivalent d'un seul P carré en Z, bien sûr. Si elle est polynomiale, donc elle doit comporter 3 intégrations. Pour obtenir cette performance, le régulateur doit comporter alpha intégrateur numérique. D'accord? Comme j'ai dit, alpha égale à 1 pour une rampe, pour un échelon, alpha égale à 2 pour une rampe, et alpha égale à 3 pour polynôme. Si le système accommodé est décrit par la fonction transfert suivante, donc on va prendre un exemple. Ah non, oui, voilà. Si mon système est décrit par cette fonction transfert, d'accord, comment je vais construire mon régulateur Zdan? Alors, mon régulateur Zdan, il doit comporter une partie en bleu, ici, qui sert à compenser les pôles que je ne désire pas dans les pôles et zéros que je ne désire pas dans H2P. Vous voyez que les PJ sont hauts et les ZJ sont en bas, sont en haut là. D'accord? Je dois aussi intégrer des intégrations, donc c'est 1 sur 1 moins z moins 1, autant d'intégrations que nécessaire pour annuler l'erreur au régime permanent.
Et je dois ajouter après les rectangles verts, la fonction transfert encadrée par le vert, qui va imposer la dynamique désirée de la boucle fermée. Donc, voici un exemple. On désire commander H de Z avec un régulateur SDAN qui permet, donc ça, c'est la fonction transfert à commander, c'est le système à commander. D'accord? Il est donné directement en Z. Donc, on veut calculer le régulateur SDAN qui permet d'annuler l'erreur statique, l'erreur de vitesse. Donc là, je vais annuler l'erreur à ignorant. D'accord? Imposer à la boucle fermée un comportement proche d'un système de deuxième ordre avec un facteur d'amortissement 0,7 et une pulsation de radians par seconde. Et je vais utiliser une période d'échantillonnage de 1 seconde. Donc, voici un exemple de cahier de charge que je peux avoir. Donc, je suis guidé, hein? Donc je vais commander ce système pour annuler l'erreur une rampe et imposer à la boucle fermée un comportement d'un deuxième mode avec 6,07 et un amortissement de 2 et une pulsation propre de radians par seconde. Et je vais utiliser une période d'échantillonnage de 1 seconde. Alors, je vais vous donner directement la solution parce qu'on n'est pas en classe, sinon je puis vous laisser le temps de réflexion. Donc, mon régulateur SDAN, lui, je vais mettre dedans la partie bleue. Elle va me servir à compenser ce que je ne veux pas dans H. Donc, voilà H. Donc, voilà H. Donc, pour moi, le 0, 1, moins 0,7, Z-1, il n'est pas désirable. Et le pôle 1, moins 0,37, Z-1, là, il n'est pas désirable. Donc, je les compense ici, dans cette partie bleue. Alors, pourquoi j'ai laissé 1 sur 1 moins Z-1? Celui-là, je l'ai laissé, je ne vais pas le compenser. Pourquoi? Parce que ça, c'est une intégration. D'accord? Et il se peut que j'en ai besoin d'intégration. Donc, je vais le garder. D'accord? Donc, je sais ici déjà que dans mon boucle verte, j'ai déjà 1 moins Z-1 qui est amené par H. J'ai une intégration qui est amenée par H. Donc, moi, je vais quoi? Je vais annuler l'erreur à la réponse à ignorante. D'accord? Donc, en réalité, j'ai besoin de combien d'intégrations? J'ai besoin de 2 intégrations dans la boucle verte. Mais j'en ai déjà une qui est donnée par H. Donc, je vais mettre ici, je vais ajouter uniquement une seule intégration. Alpha et je vais prendre égal à 1. Donc, pour annuler l'erreur de vitesse, il faut que la boucle verte comporte au moins 2 intégrations numériques. Étant donné que le système contient déjà une, il suffit d'ajouter au régulateur une autre intégration. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste à calculer un cas de P, la partie verte ici. Donc, pour ça, je vais calculer, donc je sais déjà la partie bleue et rouge, je vais calculer l'équation caractéristique de ma boucle fermée. Donc, mon équation caractéristique, c'est le diminuteur de la boucle fermée, en fait, je vais dire, hein, tout simplement. C'est le numérateur de C fois le numérateur de H plus le numérateur de C fois le numérateur de H. C fois G sur 1 plus C fois G, donc je calcule le numérateur de C fois G sur 1 plus C fois G. Alors, C fois H sur 1 plus C fois H. Donc, je l'écris avec C sur cette forme-là et H sur cette forme-là. Donc, non, pardon, je l'écris et je le compare à ce qu'on me demande de faire. Donc, je l'écris, j'ai calculé, j'ai trouvé que alpha égale à exponentiellement, je ne sais pas quel là. J'ai trouvé alpha égale à exponentielle xi oméga n ts et bêta égale à cosinus oméga n racine de 1 moins xi au carré ts. Donc, je compare cette expression-là avec l'expression désirée. Dans l'expression de comportement désiré,
il m'a demandé un amortissement de 0,7 et une pulsation propre de radians par seconde. D'accord? Donc, je fais une comparaison. Je fais une comparaison et je vais trouver que Kp égale à 5,2, B1 égale à moins 0,74 et A1 égale à 0. Donc, j'ai trouvé le coefficient ici de ma fonction transfert. D'accord? Donc, ça, c'est l'ensemble maintenant. C'est mon régulateur Zdan. Et le suivant. Si je continue, je regarde les réponses d'échelon, les réponses à une rampe de mon système pour regarder les performances. Donc, en vert, j'ai la réponse, c'est ma consigne. D'accord? En bleu pointillé, c'est ma sortie. Donc, je vois que mon système, il a suivi avec ici une erreur qui est nulle. D'accord? J'ai un pointillé en bleu turquoise, et c'est la commande U. D'accord? Et j'ai en pointillé rouge ici, ben c'est l'erreur en fait, mais on ne voit pas très bien. OK? Donc, je vois que sur le régime permanent, l'erreur, elle est nulle, comme prévu. Donc, c'est parfait. Devant l'erreur, elle est nulle ici. D'accord? Donc, ça, c'est, j'ai réussi à la voir. Je vois que j'ai une erreur transitoire, mais ça, c'est tout à fait normal, du but. Mais après, il y a un petit dépassement ici. D'accord? Donc, la sortie présente des oscillations cachées. Mais ça, c'est parce que c'est le cahier de charge qui a demandé, avec x égale à 0,7. D'accord? Et je vois ici que le temps de réponse est court, mais ça, je peux faire une analyse plus approfondie pour voir la relation entre le temps de réponse et oméga N qu'il m'a demandé. Alors, ce que je vois aussi, c'est que la commande, elle oscille quand même. Elle est positive, négative, positive, négative, positive. Bon, après, elle est positive. Mais au début, elle a oscillé quand même. Et peut-être je peux juger que le niveau de commande est peut-être acceptable au-dessus de 10 ou n'est pas acceptable parce que ma commande peut saturer à 4. D'accord? Il faut voir après, est-ce que c'est tolérable ou pas. Là, il dit que la commande présente de fortes amplitudes de risque de saturation. D'accord. OK. Ça dépend où est-ce que se fixe comme saturation sur la commande, mais là, il faut revenir à mon système initial de départ, en fait, et voir physiquement c'est quoi. Alors là, on a tracé la réponse indicielle de mon système. Alors, il ne m'a pas demandé de le faire, parce que son raisonnement, c'est toujours par rapport à la réponse à une rampe, mais là, on l'a tracé, la réponse à un échelon. Et j'en vois ce comportement. Là, et là, la réponse initiale présente de fortes oscillations qui ne peuvent pas être acceptables. D'accord? Donc ça, c'est, vous voyez, là, c'est, je suis presque à 2. J'ai un échelon à 1, je suis presque à 2. Et moi, il m'a demandé un amortissement de 0,7. Amortissement de 0,7, ça veut dire que le dépassement de la réponse à l'échelon doit être négligeable. Donc là, il y a certainement un problème quelque part, mais ça ne peut être dû que à la procédure d'échantillonnage ici. Mon choix de période d'échantillonnage n'était pas vraiment très bon. Le fait d'échantillonner avec la période d'échantillonnage qu'il m'a demandé, à 1 seconde, si je me rappelle, à 1 seconde, voilà, j'ai obtenu avec ce comportement-là, qui est loin d'un amortissement de 0,7. Alors, j'ai presque terminé. Est-ce que j'ai terminé? Oui, il reste 2 diapos, je vais terminer. Je sais que c'est un peu long pour vous, mais voilà, on a terminé. Donc là, j'ai calculé le régulateur avec la première méthode de Zdan, d'accord, et j'ai en simulation à faire les validations que je veux faire. Alors, je vais passer à la synthèse du régulateur un PID maintenant, d'accord. Donc un PID, dans le cas continu, j'ai cette forme-là, qu'on appelle une forme mixte de éconologique. Donc, je peux appliquer dessus une discrimination de l'air, P égale à 1 moins Z moins A sur TS, et je trouve cette expression-là de mon PID numérique. D'accord? Donc, mon PID numérique, c'est un gain, moins
pardon, une coefficient moins un coefficient fois z moins 1, plus un coefficient fois z moins 1 sur m moins z moins 1. OK. Je peux utiliser aussi une forme filtrée du PID. Pourquoi filtrée? Parce que on ne dérive jamais un signal, d'accord? Donc TD de façon brute, donc on le filtre. Donc cette action dérivée TD, elle est filtrée par 1 sur 1 plus TD sur NP, d'accord? Pour ne pas dériver directement un signal brut. Pareil, je fais une discrimination avec la méthode de l'air, backward. Donc le régulateur PD numérique, c'est le suivant, avec ces coefficients-là. Si je veux utiliser un PI, ben j'impose dans l'une ou l'autre, TD égale à 0. D'accord? Et donc, je vais avoir cette expression de PI. Alors, je vais prendre un exemple de cahier de charge. Si on désire commander un premier ordre H de Z avec un régulateur PI numérique. Donc, un premier ordre H de Z en numérique, il est écrit comme ça. On veut imposer la boucle fermée, donc on veut utiliser un PI, imposer à la boucle fermée un comportement proche de second ordre avec un facteur d'amortissement xi désiré et pulsation oméga n désirée. Et avec une période de chantonnage donnée TS. Alors, l'expression de PI, elle est donnée, on vient de la calculer. L'expression de la boucle fermée, donc je fais PI sur 1 plus un P fois H sur 1 plus P fois H. Donc, je vais trouver certains coefficients. D'accord? Je compare cette coefficient-là avec la fonction transfert désirée. Donc là, j'ai une fonction transfert désirée en P. Je le transforme en Z. D'accord? Et je fais l'identification terme à terme, tout simplement. Donc, fixer les performances d'un système en boucle fermée revient à calculer les paramètres du régulateur R0 et R1. Donc, R0 et R1, voilà, ils sont là les paramètres de pi, tels que les coefficients C1 et C2. Donc, la boucle fermée avec mon régulateur sont respectivement égaux à P1 et P2. P1 et P2, P1 et P2 sont les coefficients de la fonction transfert désirée de mon boucle fermée qui sont relatifs à ça. Donc, la fonction transfert désirée, comment je la trouve? C'est avec la table transformée en Z que j'ai donnée auparavant. Donc, j'ai fait l'identification terme à terme, et là, j'ai déduit R0 et R1, les paramètres de mon régulateur en fonction de A1 et B1 et P1. A1, B1, le coefficient de mon système, et P1, mon cahier de charge. Voilà, ça c'est la façon la plus simple de calculer un PID numérique. Et ainsi s'achève ce cours. Est-ce que vous avez des remarques, vous avez des questions, s'il vous plaît?